Renaud Van Ruymbeck a été le symbole de la lutte anticorruption pendant 30 ans en France, avec des affaires très sensibles. Robert Boulin, l'affaire Elf, les frégates de Taïwan ou encore le dossier Karachi, sans parler de Clearstream. Le célèbre magistrat se confie dans un livre et sur notre plateau. Bonsoir Renaud Van Ruymbeck, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Ce livre a pour titre Mémoire d'un juge trop indépendant, c'est aux éditions Talendier. Alors d'abord, vous avez rangé, disons-le, vos procès-verbaux, vos commissions rogatoires internationales au rayon des souvenirs. Vous êtes resté longtemps silencieux, on dit même que vous avez fui pendant longtemps les caméras. Pour vous, ce livre, c'est quoi? C'est l'ordre de vérité? L'idée, c'est de remettre les pendules à l'heure? C'est un témoignage, d'abord, sur une période de vie qui a duré plus de 40 ans et qui a été passionnante. C'est un témoignage et j'ai voulu sensibiliser, expliquer aux gens comment fonctionne la justice, la relation justice-pouvoir politique que j'ai connue effectivement de près. Et puis également, j'ai voulu, ayant exploré ces circuits pendant plus de 20 ans, expliquer qu'est-ce que c'est que ces paradis fiscaux, cet argent qui nous échappe. Et donc voilà, donc c'est à la fois un témoignage, un constat avec un peu de recul, et puis des propositions aussi pour améliorer la situation. C'est un beau sommaire que vous faites, on va décliner tout ce que vous venez d'évoquer, mais d'abord on vous a réservé une petite surprise. Ah. Devant la musique, on est tout petit quelque part. C'est-à-dire que des génies qui ont écrit cette musique, on la joue jamais parfaitement, on essaye de le faire et on n'y arrive jamais. Et dans les dossiers, c'est un peu pareil, c'est des dossiers compliqués, où tout est caché, il faut aller le chercher. Et il faut un peu de réussite quelquefois pour arriver à trouver la solution, on ne la trouve pas toujours. Donc on est toujours dans une position où il faut retravailler, il faut se reposer des questions, et on peut y arriver, on n'y arrive pas toujours. Mon métier, c'est pas de juger. Je suis pas là pour juger. Je suis là pour démonter, pour décortiquer, pour comprendre. Voilà. Comprendre et expliquer. Expliquer le plus simplement possible les choses compliquées pour qu'ensuite le tribunal puisse apprécier. Voilà, c'était un concert caritatif que vous donniez à la première chambre de la Cour d'appel de Paris. Vous rêviez d'être soliste au départ. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance ? Le sens du service public que mon père m'a inculqué. Et puis, voilà, puis le piano, c'est une passion, mais faut pas trop rêver non plus. C'est extrêmement difficile. Mais ça m'a beaucoup... L'idée de justice m'intéressait. Puis j'étais porté par un idéal que j'ai essayé de conserver tout au long de ma carrière professionnelle. 1979, vous avez 26 ans, vous travaillez sur une affaire de vente de terrain à Ramatuelle dans le sud de la France. Ça va devenir l'affaire Robert Boulin, ministre sous Valéry Giscard d'Estaing, ministre du Travail. Alors ça va être votre baptême du feu. D'abord, on a presque envie de vous dire, si on remonte le temps, qu'est-ce qui prend un jeune magistrat de 26 ans de s'attaquer aux puissants à une époque où on s'attaque plutôt aux petits ? Tout simplement la nature du dossier qui m'a été confié. C'était une vente de terrain dans laquelle apparaissait le ministre. Donc c'est vrai qu'à l'époque ça se faisait pas, mais j'ai décidé d'appliquer le principe d'égalité, c'est-à-dire que jusque-là la justice ne remontait pas dans les affaires politico-financières à l'étage au-dessus. Moi, j'ai mon idéal. Chacun est égal devant la justice, pardon. Donc, j'ai enquêté sur le compte du ministre et je m'apprêtais à le convoquer quand intervient sa mort dans les circonstances que l'on connaît aujourd'hui. Ouais. Le suicide donc, et encore une fois on l'entend dans l'actualité, il y a des soubresauts, des rebondissements, s'est-il vraiment suicidé ou pas? En tous les cas, il va laisser une lettre dans laquelle il écrit ceci à propos de vous: un juge ambitieux, haineux envers la société, considérant a priori un ministre comme prévaricateur. Comment est-ce que vous encaissez cela ? Le jour même, très très mal, quand je découvre la lettre, et je le découvre aux informations sur TF1 le midi, je découvre la teneur de cette lettre
très accusatrice, où il m'accuse également d'être de collusion. Alors je n'ai fait que mon travail, j'avais 27 ans, d'être de collusion avec un ministre de droite qui était concurrent, qu'il considérait comme un concurrent pour devenir Premier ministre, que j'ignorais totalement, Alain Peyrefitte, et celui qui lui qualifie d'escroc, qui lui a vendu le terrain et qui est son ami. Voilà, et moi je suis un petit juge de gauche, un petit juge rouge, vous savez, à l'époque c'était la caricature. Oui. Donc, je suis une collusion entre les trois. Excusez-moi, c'est juste pas possible. Enfin, c'est même inconcevable. Mais voilà, je me prends cette lettre vraiment en pleine figure et je vois toute la presse arriver. J'étais à Caen à l'époque, l'après-midi, et j'ai l'impression je m'enfonce sous terre à ce moment-là. Mais est-ce que ça va avoir un impact sur la suite de votre carrière dans justement ce rapport entre la police et la justice, entre le pouvoir politique et la justice? Disons que j'ai pas changé. C'est-à-dire que je me suis retrouvé confronté par la suite à un pouvoir de gauche qui était au pouvoir avec l'affaire Urbain. J'ai traité de la même manière. C'est-à-dire que, oui, ok, il y a un parti politique, mais je vais enquêter sur le parti politique. Je ne vais pas m'arrêter aux portes du parti ou aux portes des vrais responsables. Donc, ça m'a plutôt... ça m'a blessé, évidemment. Mais en même temps, je suis passé... ça m'a conforté dans les idées que j'ai portées toute ma vie, cette idée d'égalité. Voilà, il n'y a pas de privilège. Est-ce que ça a vraiment changé quand on voit, par exemple, Jean-Luc Mélenchon dire lors d'une perquisition « La République, c'est moi ». Vous aviez perquisitionné en 1992 le siège du Parti socialiste. Ça avait fait un effet. Vous avez pris de vives critiques de la part des ténors socialistes à l'époque. Rien n'a changé ? Dans les critiques des politiques contre la justice, pas grand-chose n'a changé. Par contre, dans le comportement de la justice, il y a eu un énorme changement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'étouffe plus les affaires comme on les étouffait à une certaine époque. Parce que la justice a conquis, dans la douleur, son indépendance. C'est toute cette période que j'ai voulu décrire, même si tout n'est pas réglé, parce que les parquets. Ouais, puis on a le sentiment que c'est quand même long. Prenons par exemple Édouard Balladur. D'ailleurs, c'est long pour tout le monde au fond, pour ceux qui veulent la réparation, ceux qui sont accusés aussi. Édouard Balladur, 80 ans, c'était la semaine dernière. Et c'est l'affaire Karachi. C'est un dossier que vous connaissez très bien. Pourquoi c'est si long ? 25 ans entre la campagne présidentielle de 1995 et donc cette image que l'on voit. Écoutez, je ne peux pas m'exprimer sur une affaire en cours, en plus que j'ai instruite. Sachez quand même que l'instruction, elle a duré que 5 ans. Bon, après, posez-vous la question de savoir quand est-ce que la justice a été informée. Mais je ne peux pas en dire plus. Oui. Il y a cette question aussi des fuites dans les médias qui sont souvent critiquées. Vous avez un regard assez différent sur ça. Vous dites que c'est pas plus mal finalement que les médias fassent ce travail-là et puissent se procurer des informations, alors que ceux qui sont mis en examen dénoncent en général une violation du secret de l'instruction. Oui, mais en général, ils l'alimentent. Qui est à l'origine des fuites. Il faut savoir que le juge qui a un dossier, il n'est pas maître de son dossier. Il doit donner des copies sous forme numérique aux avocats, au parquet, donc ça circule, donc ils ne maîtrisent pas. Et mon angoisse, ça a toujours été de me dire, j'espère, si ça doit sortir parce que les médias s'y intéressent, parce qu'il y a une liberté de la presse, malgré tout, que ça sorte le plus tard possible. Et ça sort, ça finit par sortir. Donc il faut faire avec. Voilà, on sait que ça existe, on s'adapte. Il y a aussi une liberté de la presse qui est importante, comme l'indépendance de la justice, la liberté de la presse, le secret des sources, qui protège les journalistes. Et puis les citoyens, ils veulent savoir ce qui se passe. Alors ce livre, c'est 300 pages. Alors c'est pas un autosatisfait site, vous égrenez toutes ces affaires, vous y revenez. On voit que c'est parfois très compliqué. Il y a notamment l'affaire Clearstream, après les frégates de Taïwan. Vous allez d'ailleurs être accusé, Renaud Van Ruijbeek, d'avoir rencontré en 2004, en dehors de tout cadre procédural, comme on dit, Jean-Louis Gergorin, ancien numéro 2 de ADS. Alors là, il ne s'agit pas de revenir sur cette affaire qui est compliquée, qui est très longue. Mais est-ce que vous avez fait une erreur ? Est-ce que dans votre carrière, comme là, vous avez fait une erreur ? Ou est-ce que vous avez été piégé ? Oui, j'ai été piégé, bien sûr. J'ai qu'un regret, c'est que M. Gergorin, quand il dispose de ses fichiers, on dit qu'il a hésité entre 2 juges. Moi-même et un autre juge du pôle financier. Mon seul regret, c'est qu'il n'ait pas pris contact avec l'autre juge. Ça m'aurait évité bien des ennuis. J'instruisais l'affaire des frégates de Taïwan, secret défense, des centaines de millions de dollars de commissions, dont on ignore la destination, et des morts suspects, dont un dont on sait qu'il était assassiné. Et vous-même, vous vous sentez menacé parfois ?
Une fois, j'ai été menacé, c'était il y a longtemps. Je pense que les juges d'instruction qui mènent des enquêtes de ce type, c'est plus des tentatives de déstabilisation, de manipulation de l'opinion, voilà, pour le discréditer. Voilà, c'est ça dont il doit se méfier. Il doit évidemment redoubler de prudence, mais la prudence ne doit pas l'empêcher d'avancer. Comme dans n'importe quel autre dossier, c'est ça qui est important. Ouais. Il doit avoir des intuitions. Il faut qu'il en ait, sinon il ne met pas d'hypothèse, mais s'en méfier, vérifier, et puis progresser comme ça pour construire un dossier. Il y a des vifs débats en France sur la réforme de la justice. Alors vous avez décliné récemment une mission sur la réforme de la justice. Que voulez-vous proposer, Éric Dupond-Moretti? Pourquoi? Parce que je pense que la justice, elle a besoin d'une très grande réforme. Les institutions sont archaïques. Elle a progressé dans son indépendance. Il s'agit des parquets, mais le statut n'a pas changé. Et il faut revoir tout ça. Je pense aussi au Conseil supérieur de la magistrature. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais je pense qu'il y a des grandes réformes. Le parquet national financier, il a été très critiqué au moment de l'affaire Fillon. Pour vous, c'est un instrument libre ou peut servir le pouvoir en place? Il est libre de fait. Mais comme le procureur financier, comme tous les procureurs, est nommé par le pouvoir exécutif, il y a toujours cette suspicion. Donc, tant qu'on n'aura pas coupé ce lien, et si je suis pas allé dans une commission qui m'était proposée par Monsieur Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Ministre de la Justice, c'est parce qu'on est en fin de mandature et j'ai pas senti une possibilité, une volonté politique forte, en tout cas à des échelons élevés, de vouloir véritablement transformer la justice, parce que c'est important pour redonner confiance, pour que le citoyen ait à nouveau confiance dans la justice. Par les citoyens, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte. On a vu à l'échelle planétaire, dans un monde globalisé, les Panama Papers, ces scandales. Selon vous, ça fait avancer les choses? Oui, mais regardez, souvent les lanceurs d'alerte sont poursuivis. Ils sont poursuivis, parfois mis en prison. Ça a été le cas dans l'affaire HSBC. La Suisse a décerné un mandat d'arrêt parce qu'elle considérait que le lanceur d'alerte qui donnait des fichiers de clients de la banque suisse violait le secret bancaire. Donc c'est pas simple pour les lanceurs d'alerte. Notamment, juste pour finir en 30 secondes, vous avez vraiment 30 secondes, là on va être didactique. Si vous deviez donner un conseil quand même, non pas à M. Dupond-Moretti, mais à celles et ceux qui nous regardent pour que la justice française avance? Il faut d'abord consacrer son indépendance totalement dans les textes, dans les statuts. Et il faut aussi lutter contre les paradis fiscaux, aller traquer l'argent sale qui nous manque cruellement aujourd'hui. Il y a des déficits considérables, ça s'est aggravé avec le Covid. Il y a de l'argent qui est bien caché dans ces paradis fiscaux. Il y en a beaucoup. Et je fais des propositions dans le livre pour qu'on aille le chercher. Merci beaucoup Renaud Van Ruymbeck d'avoir répondu à nos questions. Donc on signale votre livre Mémoire d'un juge trop indépendant, édition Talendier. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.